Bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce webinaire Choisir avec soin de présentation de la campagne Choisir avec soin, mais c'est un webinaire complémentaire à un précédent. Et là, aujourd'hui, nous allons nous centrer sur la recommandation 5, sur la décision partagée, qui s'adresse plus particulièrement aux usagers, résidents et des familles. Et je suis avec ma collègue Anne Taraborelli pour animer ce webinaire. Donc c'est une action, vous voyez, avec tous les logos, menée au niveau régional en Nouvelle-Aquitaine, avec différents partenaires. Et cette action est financée par l'Agence régionale de santé dans le cadre du CEPOM, du CECA. Alors, comme je vous l'indiquais, ce webinaire fait suite à un précédent webinaire qui a eu lieu le 11 octobre où nous avons présenté en totalité la campagne Choisir avec soin, avec la participation des gériatres qui participent à ce projet à nos côtés, Florent Guerville, Evelyne Liou et Benjamin Festou. Aujourd'hui, 4 novembre, nous avons 29 établissements de la région Nouvelle-Aquitaine qui se sont engagés, alors soit à l'échelle de l'établissement, soit sur un ou plusieurs services. Parmi ces 29 établissements, eh bien, presque tous ont choisi de travailler sur la recommandation 5, qui concerne donc la décision partagée, plus particulièrement l'intervention des représentants des usagers auprès des patients. Donc pour mener cette campagne, donc nous avons fait un appel à candidature auprès des établissements de Nouvelle-Aquitaine, sanitaires et médico-social. Cette campagne s'adresse donc aux services prenant en charge des patients ou des résidents de plus de 75 ans. Donc ça couvre la médecine, la chirurgie, l'USLD, le SMR et donc les services d'EHPAD de Nouvelle-Aquitaine. Et pour pouvoir s'inscrire à cette campagne, donc, nous avons demandé aux établissements de nommer un référent campagne, un référent médical et, s'ils le souhaitaient, un référent pharmacien, parce que cette campagne porte sur la prescription médicamenteuse chez la personne âgée. Donc cette campagne s'intègre dans au niveau régional dans un dispositif qui s'appelle l'IRAPS, qui est l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins, qui a un programme de travail, et dans ce programme de travail a différentes actions, dont des actions ciblées sur la prescription chez la personne âgée. Donc d'autres travaux sont menés en parallèle avec nos collègues de l'OMEDIT, donc sur le médicament, en effet, l'OMEDIT propose également des recueils, des e-learning et des formations qui ont été développées lors du précédent webinaire. Donc choisir avec soin, qu'est-ce que c'est? En fait, choisir avec soin, c'est un concept qui est né il y a plusieurs années, comme vous pouvez le lire, impulsé par des sociétés savantes. Donc c'est parti en fait du milieu professionnel, médical, qui s'interpellait sur certaines prises en charge et certaines utilités de prescription et de pertinence de prescription en lien avec la mise en place d'un dialogue avec les patients pour pouvoir arrêter certains traitements ou pouvoir proposer certains traitements. Donc vous voyez que le message de cette campagne, qui est internationale, c'est choisir avec soin. Elle porte sur beaucoup de pays et de nombreuses sociétés savantes, et on va le voir pour la France. La société savante qui porte ce projet actuellement, c'est la Société française de gérontologie. Donc pourquoi cette campagne et comment ça fonctionne? Donc ces sociétés savantes, qui recouvrent différentes spécialités médicales ou chirurgicales au niveau international, décident à un moment donné de choisir des recommandations sur certaines prises en charge. Donc pour la France, la Société française de gérontologie a identifié 5 recommandations, on va les voir plus tard. Et ces recommandations concernent en fait des traitements ou des examens couramment prescrits. Et ces recommandations permettent aux cliniciens de se mettre en question, de remettre leur prescription en questionnement, de savoir si cette prescription est bien pertinente au moment où le patient est pris en charge, si elle est
pertinente ou si elle n'est pas pertinente, est-ce que c'est une surprescription notamment. Donc après, ces recommandations donc, sont partagées, communiquées avec les patients pour aboutir à une décision partagée, d'où cette recommandation 5 qui va porter sur l'implication du patient ou de ses proches dans sa prise en charge médicamenteuse. Donc vous voyez, le slogan de choisir avec soin, c'est passer d'une culture où on veut tout faire pour le patient, mais même peut-être trop, à ce qui est le mieux pour le patient après un échange avec ce dernier. Et ça nous permet d'aborder cette notion en fait de pertinence. Pourquoi on s'intéresse à la pertinence des soins? Parce qu'il y a une grande variabilité entre une pratique recommandée par des recommandations et la prescription tout venant auprès des patients. Et vous voyez sur cette diapo qu'il y a certaines prescriptions qui sont non pertinentes et on est souvent dans la surprescription d'une molécule ou la surprescription dans la durée de cette molécule qui devrait pour certaines, entraîner plutôt un mécanisme de déprescription. Et ces prescriptions sont des médicaments et ce n'est pas anodin, donc il peut y avoir des événements indésirables qui causent des hospitalisations et qui peuvent être aussi source de stress, d'angoisse pour le patient et puis en dernier point, évidemment de surconsommation, donc de surcoût sur les prises en charge. Les sociétés savantes, donc comme la Société française de gériatrie et de gérontologie, ont identifié 5 recommandations après un processus de sélection où ils ont retenu des recommandations sur des prescriptions les plus fréquentes et les plus à risque pour les patients. Et ça a été conduit initialement avec nos collègues de Bretagne, qui portent la structure régionale d'appui, le CAPS Bretagne. Et donc ils ont mené, avec la Société française de gérontologie, ce processus de sélection de 5 recommandations et en lien avec France Asso Santé de leur région en Bretagne. Aujourd'hui, en 2024, vous voyez que la quasi-totalité des régions de France vont pouvoir développer, choisir avec soin, en lien avec leurs partenaires régionaux, comme nous l'avons montré tout à l'heure en Nouvelle-Aquitaine, avec l'OMIDI, avec le CRATB, avec France Asso Santé et avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc pour cette recommandation concernant la décision partagée, elle a été menée, conduite, réfléchie avec des représentants des usagers de Bretagne, parce qu'on vous a expliqué que ce projet émanait au niveau national de nos collègues de Bretagne, et avec des représentants d'Île-de-France. Donc ils ont participé avec les professionnels de la Société française de gériatrie à des groupes de travail qui ont permis donc de sélectionner des recommandations, de rédiger des recommandations et de les déployer. Donc ces recommandations, elles sont au nombre de 5 et elles concernent, vous voyez, des molécules, des médicaments fréquemment prescrits chez la personne âgée et qui cependant ont des risques, sont les antipsychotiques, les benzodiazépines, les inhibiteurs de la pompe à protons et les prescriptions aussi de bandelettes urinaires, parfois trop systématiques. Donc tout ceci a fait l'objet d'un webinaire où ces recommandations, l'arbre décision, ont été présentées par les 3 gériatres qui nous accompagnent sur ce projet. Mais pour ces différentes recommandations, le recueil de cette campagne va reposer sur une période donnée. Elle va être réalisée par les professionnels des services, ils vont s'auto-questionner sur leur prescription à partir des dossiers des patients ou des résidents pris en charge. Donc là, c'est pour ces 4 recommandations qui sont des recommandations cliniques. Et donc là, nous avons une 5e recommandation qui est la décision partagée. Alors l'intérêt de cette recommandation, et c'est pour ça que nous travaillons avec France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine, c'est que dans cette recommandation, les 5 recommandations précédentes, les 4 recommandations précédentes portaient sur de la clinique, là c'est sur la décision partagée. Donc là on ne part plus du dossier du patient, mais on part de la personne.
Donc la personne hospitalisée ou la personne résidente ou sa personne de confiance ou les personnes qui les accompagnent si elle ne peut pas s'exprimer. Cette mise en dialogue, hein, cette décision partagée, elle est conduite avec l'équipe de soins du service. Mais entre l'équipe de soins du service et ce patient, ce résident, il y a des représentants des usagers. Et la campagne Choisir avec soin a souhaité, donc cette année, pour le recueil 2024, associer les représentants des usagers à ce recueil. Donc vous êtes au milieu, là vous êtes un binôme pour ne pas être trop seul. Donc après, Anne va vous expliquer votre rôle dans cette campagne, mais vous allez être en relation, vous allez pouvoir écouter, rencontrer les patients ou les résidents, mais ça ne va pas s'arrêter là, parce que justement, ce qui est plus important après, c'est de pouvoir travailler avec les équipes. Donc là, vous voyez, je me projette sur la partie droite de la diapo, de pouvoir travailler avec les équipes pour qu'ils puissent peut-être changer leur pratique, leur organisation. Et aussi, après, au niveau institutionnel, vous avez des instances, hein, que ce soit la CDU pour le sanitaire ou une autre instance pour le médico-social. Donc, vous allez avoir un rôle dans cette campagne de pouvoir recueillir l'information, mais aussi pouvoir la partager et de faire améliorer, de faire évoluer les pratiques au niveau des équipes et au niveau des instances dans lesquelles vous siégez. Et là, c'est important, je pense, parce que là, vous pouvez avoir, via Choisir avec soin, un projet, hein, participer à la gestion d'un projet, un projet en partenariat avec l'établissement et au niveau institutionnel. Donc on pensait que c'était important de montrer cette diapo, qu'au-delà de recueillir de l'information, il y a aussi un travail de collaboration avec les équipes et avec les instances. Depuis tout à l'heure, je cherche le CDU et aidez-moi. Pour le médico-social, là, on va le retrouver. Je cherche mes 3 lettres. La CVS. La CVS, voilà. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je cherchais ces 3 lettres. Alors, cette reco 5, hein, Voilà. Donc, je vais vous la présenter. Voilà, je vais vous présenter donc cette reco 5. Donc, qui dit que dès les premiers jours d'hospitalisation ou d'entrée en EHPAD, un dialogue sur la nature des soins ou de l'accompagnement à mettre en place doit s'instaurer avec la personne concernée et avec son entourage si elle le souhaite, afin que ces soins ou accompagnements reposent sur les besoins et attentes de la personne. Donc l'objectif du programme Choisir avec soin, c'est vraiment d'aider les médecins à discuter avec leurs patients ou les résidents du recours aux interventions les plus appropriées en ce qui les concerne au niveau de leurs soins. Donc voilà, ça c'est pour... Ouais, alors on a mis peut-être une petite pastille bleue, PREMS, ça je vous laisse... Voilà, pour certains, les PREMS sont des recueils qui s'intéressent à l'expérience des personnes, hein. Donc ce sont un acronyme anglais, mais retenez que les PREM, ce sont des modalités de recueil qui vont s'intéresser à l'expérience du patient sur sa prise en charge. Donc Choisir avec soin, en faisant cette recommandation, mais vous contribuez aussi à recueillir au sein de l'établissement à ces fameux PREMS qui sont attendus, notamment pour le sanitaire, dans la procédure de certification. Donc là, on vous a ajouté un petit peu l'argumentaire de cette recommandation. En fait, il s'agit de comprendre qu'au cours d'une hospitalisation ou en établissement à domicile ou en EHPAD, la personne âgée doit participer au choix thérapeutique qui la concerne directement. Donc, elle peut se faire assister par une personne de confiance qu'elle aura préalablement choisie ou pas encore peut-être, ou par ses proches, bien évidemment. Les avantages et inconvénients des soins ou accompagnements envisagés doivent être expliqués à la personne. On s'adapte toujours au degré de connaissance du patient ou du résident, ses capacités de compréhension, sa réceptivité. Il faudra faire attention, bien sûr, à tout ce qui va être langage non verbal, potentiellement faire avec aussi des troubles cognitifs qui peuvent donc perturber sa compréhension.
Un acte de soin ne peut être pratiqué qu'avec le consentement de la personne qu'il faut donc recueillir. Et toute personne majeure peut exprimer ses souhaits en rédigeant ses directives anticipées. Donc, on y reviendra plus tard, vous verrez quelques documents en lien avec ces directives anticipées et également avec la personne de confiance pour que vous ayez tous les éléments en main pour pouvoir éventuellement accompagner ou aider les patients qui ne savent pas encore de quoi il s'agit. Donc le dialogue se construit, on inclut les proches dans la mesure où la personne le souhaite et on élabore un plan de soins personnalisé au plus proche des besoins et des attentes de la personne concernée, donc du malade ou du résident. Donc en fait, on travaille vraiment là sur ce projet de soins qui est attendu, notamment pour certains secteurs, hein, le SMR, notamment pour le sanitaire, mais aussi dans les EHPAD. Et cette campagne, Choisir avec soin, permet un petit peu de questionner ce projet de soins en direct. Hein. Au-delà de la traçabilité dans le dossier du patient, elle va permettre aussi d'avoir ce temps d'échange avec le patient sur son projet de soins personnalisé. Donc, on va rentrer dans le côté un petit peu plus pratique concernant cette recommandation 5, décision partagée. Donc, comme vous l'expliquait le docteur Pourrin tout à l'heure, le rôle donc, des représentants d'usagers, il faut savoir que vous serez donc en lien avec le référent de la campagne qui est inscrit au moment de l'inscription de l'établissement. Donc bien évidemment, vous êtes là pour recueillir les données des patients et des résidents, mais pas seulement. Il s'agira aussi d'interpréter les résultats, d'identifier des pistes d'amélioration en lien avec la CDU, participer au webinaire de restitution régionale. Voilà, un travail avec l'équipe pour améliorer la pertinence et les pistes, enfin, et trouver des pistes d'amélioration pour la suite. Au niveau des entretiens, donc les entretiens sont réalisés par vous, représentants d'usagers, en binôme si vous le souhaitez, si vous préférez. Alors parfois c'est plus simple de le réaliser en binôme si par exemple vous souhaitez recueillir les données en direct sur la plateforme en ligne. Ça permet d'être, voilà, un représentant d'usager peut poser les questions pendant que la seconde personne peut saisir en direct. Mais voilà, ça c'est laissé au choix, à votre choix et aux disponibilités aussi des gens, puisque vous pouvez être aidé d'un professionnel de la structure ou d'un autre représentant d'usager. Donc bien sûr auprès des patients ou de personnes accompagnées, plus ou moins des proches, puisque parfois il peut y avoir aussi les proches, à partir d'un questionnaire que l'on va détailler ensuite. Et vous trouverez également à votre disposition sur notre site internet une note d'information à l'attention des patients et des résidents. Au niveau du nombre d'entretiens à réaliser, donc là, on nous indique, alors c'est selon les possibilités, 10 entretiens par service ou unité serait idéal si vous êtes plusieurs représentants d'usagers sur le même établissement. Bien évidemment, ces 10 entretiens, c'est un chiffre qui est donné à titre indicatif. Il peut y avoir parfois que 5 entretiens. Voilà, en fait, c'est vraiment en fonction de vos possibilités à vous que le nombre est à réaliser. Oui, c'est vraiment de la faisabilité. Hein. Il ne faut pas que ce chiffre soit une raison, un frein de ne pas la réaliser, cette enquête. En termes de calendrier, pour on va aller rapidement dessus. Donc, depuis le 11 octobre, la campagne Choisir avec soin a été lancée, donc avec le webinaire dont on vous a parlé tout à l'heure. En novembre, donc en ce moment, on sensibilise donc les usagers et les professionnels à cette campagne. Donc, il y a ce webinaire qui sera également disponible en replay sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Des affiches peuvent être fournies, elles sont également disponibles sur notre site internet. Au niveau du recueil des données, donc vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour organiser
les entretiens et saisir les données. Donc voilà, jusqu'au 31 décembre. Et ensuite, à partir de janvier 2025, on passe à la dernière étape qui est de définir et mettre en œuvre un plan d'action. Donc là où effectivement il y a des équipes, enfin voilà, vous travaillez en équipe pour déterminer un plan d'action, vous avez une boîte à outils à disposition et il y aura également un webinaire de restitution régionale qui sera programmé courant du premier trimestre 2025. Oui, on n'a pas encore les dates. Pas encore la date, mais voilà. On s'est fixé ce planning. Ensuite, donc là, au cas où, si vous n'êtes pas encore engagé, en tout cas si l'établissement dans lequel vous êtes représentant d'usagers ne s'est pas encore engagé dans la campagne, vous avez ici, sur cette diapo, le lien vers le formulaire d'engagement. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer, en fait il suffit de s'inscrire en ligne sur la plateforme IFORAP. Et voilà, vous faites une demande d'inscription et ensuite vous serez en contact avec Xavier Gouffran qui travaille pour le CK et qui est chargé du suivi de cette campagne sur le versant IFORAP. Vous retrouverez de toute façon toutes ces coordonnées et les éléments techniques à la fin du support qui sera également mis en ligne sur notre site. Voilà, donc... Oui. L'engagement, c'est l'établissement. Donc, en effet, après, c'est une discussion avec l'établissement sur le choix des recommandations. Les établissements choisissent parmi les 5 recommandations la totalité ou une ou plusieurs. Et donc là, il y a eu déjà cette démarche-là. Vous indiquez en effet sur les 29, il y en avait 20 qui avaient choisi cette recommandation 5. Donc là, l'engagement et l'inscription passent par l'établissement. Et si la recommandation 5 est choisie, c'est de travailler avec vous, représentants d'usagers, pour mettre en place ce projet sur cette recommandation 5. Si nos RU souhaitent inclure des patients âgés de moins de 75 ans, il nous suffit de ne pas saisir le questionnaire sur IFORAP. Écoutez, choisir avec soin est une étude en effet qui porte sur les patients de plus de 75 ans. Voilà. C'est le protocole national, il est porté par la Société française de gériatrie et de gérontologie. Ils ont posé cet âge-là par rapport à des risques plus accrus sur ce type de population. Après, écoutez, vous avez les outils disponibles, vous pouvez en faire après ce que vous voulez, mais en effet, le critère pour choisir avec soin, c'est 75 ans et plus. Voilà. Alors, quelqu'un a levé la main, mais je ne sais pas si c'est possible ou il faut utiliser le chat. Oui, il faut utiliser l'onglet conversation ou questions-réponses si vous l'avez, pour poser directement vos questions par écrit et comme ça on peut y répondre au fur et à mesure. Il y a une question sur la notion de représentativité aussi. Alors, le nombre d'entretiens réalisés doit-il respectivement la notion de... Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a un certain nombre pour les recommandations, c'est une trentaine de dossiers. Mais là aussi, l'idée, on n'est pas dans un échantillon représentatif, on est pour susciter un échange au sein d'une équipe. C'est une prise de conscience déjà de s'engager, c'est qu'on se pose la question de la pertinence de ces prescriptions. On va regarder dans le dossier. Donc on est plutôt sur une question de faisabilité. A fortiori actuellement par rapport à la charge de travail dans les équipes et vous aussi en tant que représentant des usagers, vos disponibilités. Donc on est plutôt sur des schémas d'études sur un jour donné ou quelques jours donnés. Pour les recueils sur les 4 autres recommandations, on est sur une trentaine de dossiers, mais là aussi, si les 30 dossiers ne sont pas possibles à atteindre, il ne faut pas que ce soit un frein à ne pas faire cette enquête-là.
L'idée, c'est de lancer une dynamique, de se questionner sur cette pertinence, d'aller voir dans ces dossiers s'il y a de la traçabilité et d'aller vers le patient pour s'entretenir avec lui. On va passer à la suite. Donc voilà, là on va vous expliquer maintenant plus concrètement encore comment contribuer à cette campagne, comment vous pouvez participer à cette campagne avec les patients ou les résidents au sein de vos établissements respectifs. Et donc voilà, on va vous présenter le guide ainsi que le questionnaire pour que vous ayez un petit peu plus d'éléments pour vous préparer, voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, alors ça c'est le guide qui est également à disposition sur notre site internet. Donc tout ça est téléchargeable d'ores et déjà. Vous aurez le lien de toute façon de la page en question sur ce support qui sera mis en ligne sur notre site. Allez regarder un peu plus en détail. Il faudrait passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, avant l'entretien, il s'agit donc de la préparation pour être à l'aise le jour J. Donc vous avez le questionnaire en main, vous pouvez les lire, les reformuler avec vos propres mots si besoin. Voilà, le tout est d'être à l'aise et être plus dans la discussion avec le patient ou le résident. Éventuellement, vous pouvez organiser un entretien fictif pour vous entraîner si vous le souhaitez, pour être plus à l'aise. Vous êtes en lien donc avec le responsable du projet, donc le référent de la campagne, a priori. Et donc vous définissez ensemble qui seront les personnes interviewées. Donc là, il y a un choix en amont à partir des dossiers, j'imagine, qui est effectué. Vous décidez de qui mène l'entretien. Est-ce que vous y allez seul ou en binôme? Donc comme vous le voyez, c'est recommandé avec un professionnel ou un autre représentant des familles et des usagers. Mais à vous de voir si vous préférez être accompagné ou non. Vous déterminez aussi qui notera les réponses, si l'entretien est mené en binôme, et à quelle date auront lieu les entretiens en fonction des possibilités de chacun. Alors attention, bien évidemment, donc c'est précisé, il ne doit pas y avoir de lien direct entre les personnes interviewées et les personnes qui mènent l'entretien. Idem, si vous intervenez dans un service de l'établissement et que vous intervenez avec un professionnel de la structure, il faudrait que ce professionnel ne soit pas du même service où la personne est hospitalisée ou accompagnée. Parce que tu es un membre de l'équipe qualité, ça peut être un membre d'un autre service, il ne faut pas qu'il y ait un biais de désirabilité sociale, dirons-nous. Les personnes interviewées, là aussi on est sur de la faisabilité, on n'est pas sur des échantillons tirés au sort, c'est vraiment de façon très pratique et pragmatique. Vous avez la préparation donc, à l'entretien, donc on donne une fourchette de 15 à 20 minutes à peu près pour la conduite de cet entretien, donc qui s'articule comme ceci. Donc d'abord, vous présentez, l'idée étant de créer un lien avec la personne, un lien de confiance. Donc voilà, on vous donne quelques exemples ici. Vous prenez le temps de créer un espace de discussion pour que la personne puisse se sentir à l'aise et en confiance. Vous expliquez la raison de votre présence. Donc effectivement, vous pouvez utiliser des questions pour instaurer le dialogue entre vous, plutôt que d'arriver et de donner des informations extrêmement formelles, etc., et qui peuvent être un petit peu froides ou un peu rigides. L'idée étant vraiment d'instaurer la confiance, comme ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc, vous posez donc les questions, vous abordez les questions dans le fil d'une discussion si possible, en évitant de regarder trop fréquemment le questionnaire. Vous pouvez poser les questions dans l'ordre que vous souhaitez, donc dans l'ordre ou dans le désordre. N'hésitez pas à inviter la personne à préciser sa pensée lorsqu'elle est trop générale ou imprécise. Si un proche est présent, on fait d'abord parler le patient ou le résident en premier,
mais on peut recueillir également l'avis du proche. J'accueille ce que les personnes souhaiteront... Pardon. Je suis perdue. C'est là. J'accueille ce que les personnes souhaiteront déposer au cours de l'entretien. C'est-à-dire que si elles ajoutent des choses, si elles ouvrent des portes sur certaines discussions, sur des conversations, voilà, n'hésitez pas à revenir sur à revenir sur le questionnaire, mais voilà, laissez-la parler. C'est aussi comme ça que la confiance s'instaure. Je note donc les principaux mots, les phrases, les points positifs ou à améliorer. Et voilà, on vous précise quand même que si vous saisissez les réponses sur papier, donc directement sur le questionnaire, il faudra écrire lisiblement puisque ce n'est pas forcément vous qui passerez à l'étape de la saisie ensuite. Après l'entretien, vous débriefez avec la personne qui vous a accompagné si vous avez été accompagné et vous transmettez le questionnaire complété au responsable de l'étude ou alors vous participez également à la saisie en ligne des résultats. Donc le recueil des réponses, ça j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'y reviens. Vous avez deux possibilités. Soit vous le faites sur le questionnaire papier directement, donc forcément ça nécessite de saisir les réponses sur la plateforme Iforap. Soit vous pouvez le faire directement en ligne sur Iforap, mais ça nécessite la présence d'une deuxième personne à l'entretien et également d'un ordinateur portable, hein, puisque la saisie se fait forcément en ligne. Voilà, donc là, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de votre confort et voilà, comment vous souhaitez poursuivre l'entretien. Alors, maintenant, on va passer à la grille d'entretien. Donc, idem, elle est en ligne sur notre site internet et téléchargeable. Donc, le questionnaire commence avec le profil de la personne qui est interrogée. Donc, le service d'accueil. Ah. Tu marques quelque chose? Oui, vous m'avez changé ma... Là. Voilà. Donc, l'âge du patient ou du résident, son sexe, la date d'arrivée dans le service. Et voilà, est-ce que vous interrogez le patient, sa personne de confiance ou un proche? Je ne sais pas si je peux changer. Alors, ensuite, on va passer les questions une par une. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir en direct sur l'onglet conversation de la fenêtre Teams. Comme ça, on pourra vous donner plus d'éléments au fur et à mesure. Donc, première question, avez-vous pu échanger avec un professionnel de l'établissement sur les soins dont vous avez besoin? 2. Depuis votre arrivée, avez-vous eu besoin de nouveaux traitements, soins ou examens? Donc là, vous voyez qu'on vous donne la possibilité d'aller directement à la question 6 si le patient répond non. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi vous avez eu besoin de nouveaux traitements, soins ou examens? Est-ce qu'on vous a expliqué les avantages et les inconvénients de ces nouveaux traitements, soins ou examens? Et est-ce qu'on vous a demandé votre accord pour ces nouveaux traitements, soins ou examens? Donc là, vous avez des questions fermées, puisque c'est des cases à cocher, mais en dessous, vous avez donc un cadre qui vous permet de recueillir des verbatims du patient, du résident ou des proches. Voilà, si la personne souhaite être un peu plus précise ou nuancer ses propos, elle a tout à fait la possibilité de le faire dans ces encadrés. Ensuite, question 6. Donc là, on a l'association des proches. Est-ce qu'on vous a demandé si vous souhaitez que vos proches soient présents pendant les rencontres avec le médecin, les professionnels ou encore pendant les examens? Donc pareil, ça vous avez possibilité d'aller directement à la question 8 en cas de réponse non. Si oui, cette volonté a-t-elle été respectée depuis que vous êtes accueilli dans le service? Question 8 concernant la personne de confiance. Avez-vous été informé de la possibilité de désigner une personne de confiance? Idem, oui ou non. Et idem, toujours un encadré permettant de donner plus de détails ou de nuancer ses propos. Et enfin, dernier onglet, questions 9 et 10 sur les directives anticipées.
Est-ce qu'on vous a demandé ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas recevoir comme soin si votre santé se dégrade? Donc, par exemple, souhait d'hospitalisation ou non, de réanimation ou non, de chirurgie ou non. Et est-ce qu'on vous a proposé d'écrire ces souhaits dans un document qu'on appelle directive anticipée, ou bien l'aviez-vous déjà fait avant votre entrée ici? Voilà, donc là, c'est la fin de ce questionnaire. Et donc là, on vous a mis juste une diapo avec des copies d'écran de la plateforme IFORAP. Donc, donc je vous avais mis le lien d'engagement si votre établissement souhaite s'engager dans la campagne. Sur la gauche, vous avez la liste des outils, puisque c'est au moment de votre inscription que vous déterminez quelles sont les recommandations que vous souhaitez suivre. Donc là, en l'occurrence, là, il n'y a pas écrit décision partagée, mais vous voyez les 4 autres. Et ensuite, à droite, vous avez la liste des mesures et l'endroit où il faut remplir, enfin, voilà, saisir les données. De toute façon, vous avez enfin, je pense que ce n'est pas la diapo suivante, mais vous avez les coordonnées de Xavier Gouffran, donc qui pourra répondre à vos interrogations sur la plateforme. Oui. Voilà. Là, ici, c'est bon. Ouais. Peut-être on répond au fur et à mesure aux questions. Oui. On a eu des questions sur le courrier que vous trouverez sur notre site internet. Donc, en fait, il y a, dans ce courrier, il y a la possibilité, il y a l'opposition, en fait, est précisée en cas d'opposition, comment faire, et donc avec les coordonnées de la CNIL notamment, et les contacts à avoir. Une autre question, donc vous trouverez tout dans les courriers, et à ce moment-là, de ce courrier, vous pouvez en effet le présenter en amont, comme on l'a vu du questionnaire. Ce questionnaire, il est anonyme, alors indirectement anonyme parce qu'on va avoir la notion de service pour faire des rendus du recueil au service, d'âge, plus de 75 ans. Il y a quelques données, mais en tout cas, il n'y a ni le nom, bien sûr, ni le prénom de la personne. Ni date de naissance. Ni date de naissance. Voilà, il y a l'âge et le sexe. Voilà. Donc, dans la lettre d'information est précisé en effet les objectifs et la finalité de cette étude. Je pense que oui, et tous ces documents en fait ont été faits de façon collégiale et par nos collègues du CAPS et ont été après personnalisés dans nos régions. Vous voyez que les données sont saisies sur une plateforme, on l'a évoqué, une plateforme, et toutes nos structures régionales d'appui ont une habilitation de par nos missions d'intérêt général CNIL, qu'on appelle DMR 004, par rapport au règlement de protection des données. Et les données sont bien sûr saisies sur un hébergement de données de santé, donc sécurisé. Donc on est vraiment sur un environnement sécurisé des données, et les personnes, en tout cas les informations que vous recueillez, en aucun cas n'ont de données nominatives par la suite. Je crois qu'on a répondu aux questions que j'avais en parallèle. Alors, sur la suite, tu avais quelques autres diapos. Oui, sur les... Donc là, vous retrouverez cette diapo alors avec des accès directs. Si vous manquez un petit peu d'informations sur les directives anticipées et sur la personne de confiance, puisqu'il y a des questions directement liées à ces sujets, si vous souhaitez en savoir plus en amont, vous avez des accès sur le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins, la Haute Autorité de Santé, Santé Info Droit, donc de France Asso Santé, et la SFAP. La Société française d'anesthésie. D'anesthésie, voilà. Et donc voilà, vous avez des formulaires, enfin pas des formulaires, des petits fascicules en fait qui vous expliquent les principales informations à connaître, qui vous permettront de mieux expliquer si besoin ces deux sujets aux personnes que vous rencontrerez lors des entretiens. En termes de
De questions. Alors, Société française d'accompagnement des soins palliatifs, ça n'allait pas, ce que j'ai dit. La SFAP, bien sûr. Au niveau des questions-réponses, donc là, on a une nouvelle... Ah oui, une autre question, voilà. Ah oui, on a une question, mais comment savoir qui a participé? Bon, on pourra le mettre, en fait, sur notre site internet. On va peut-être mettre la liste des établissements qui se sont engagés. J'ai eu 2 questions. Est-il possible d'avoir une liste des centres qui participent à cette action? Parce qu'en fait, les RE n'ont pas forcément... j'ai vu ça aussi. Comment savoir si l'établissement dans lequel on est s'est engagé? Donc on pourra mettre sur notre site la liste. Je ne sais pas si on peut mettre la liste ou si... les noms d'établissements, pas les services, mais... nous contacter, nous. Ouais. Ou alors... Ou éventuellement nous contacter ou contacter Xavier qui, lui, a les données. Ouais. Parce que après, ça, il faut peut-être qu'on se renseigne d'abord sur la faisabilité de communiquer le nom de l'établissement. L'établissement, ça va, après, c'est les noms des personnes. Mais c'est vrai que dans la liste des personnes qui participent aujourd'hui, nous avons des établissements qui ne sont pas encore engagés. Hein. C'est ça. Donc, en effet, est-ce que c'est votre établissement qui n'a pas retenu ce projet ou qui n'a pas eu l'information? Ça, on ne peut pas vous dire. Après, peut-être, est-ce que le représentant d'usager peut prendre contact avec le service qualité de l'établissement qui serait peut-être au courant, peut-être justement vous mettre en lien directement avec le responsable, avec le service qualité, voir si la démarche a été engagée et peut-être les encourager à le faire. Si vous portez le projet auprès d'eux, peut-être que ils s'engageraient également. Donc ça peut être aussi une solution. Parce qu'en effet, nous, on a pu gérer la filière établissement se tournant vers son RU. Mais un RU sans son établissement, on n'a pas cette visibilité pour le moment. Donc, vous nous questionnez. Et on vous répondra à ce moment-là. Parce que là, est-ce que c'est une personne? Non, c'est 2 noms différents. Ouais. Avez-vous d'autres questions à poser? Après, qu'est-ce que vous aviez? Ouais, les réponses. Voilà. Ça peut-être. Oui, c'était vous montrer avec France Asso Santé, qui est désolé, qui a été pris par une autre manifestation aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment cette action s'inscrit dans le cadre de notre partenariat. France Asso Santé est membre du CECA, de son conseil d'administration. Et vous voyez qu'on fait beaucoup de projets avec eux en termes de formation, de production de webinaires, de podcasts sur le projet des usagers, sur une formation aussi sur le projet des usagers. On a beaucoup travaillé avec eux. Et puis sur l'expérience patient aussi en termes de webinaires ou d'ateliers. Et puis prochainement, vous voyez aussi peut-être derrière nous une petite affiche sur Medibou, un outil, un serious game que l'on souhaite réactualiser avec France Asso Santé. Donc là, c'était vraiment pour vous mentionner l'intérêt de nos travaux avec France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Alors après, il faudra quel centre du 47 participe? Il faudra peut-être nous donner plus un centre. Il faudra nous donner des noms d'établissements. Parce qu'un centre sur Lot-et-Garonne, il faudra plutôt nous donner les noms des établissements dans lesquels vous intervenez. D'accord. Villeneuve-sur-Lot, le siège de Penn-d'Agenais. D'accord. Oui, donc ça, il faudra regarder. Alors, n'hésitez pas, si vous avez... on va peut-être passer la diapo suivante, comme ça, ils auront toutes les coordonnées. Voilà. Pour ce genre de demande, si vous êtes RU et que vous ne savez pas si votre établissement c'est ou non déjà engagé, etc., si vous avez besoin d'informations, vous avez toutes nos coordonnées ici qui s'affichent. Donc, Xavier Gouffran, dont je vous parlais tout à l'heure, pour toutes les questions qui concernent la plateforme IFORAP, si vous souhaitez vous engager, vous inscrire sur des
sur des recommandations, etc. Donc c'est par lui qu'il faut passer. Le suivi du projet, donc vous avez l'adresse du docteur Pourrin et la mienne. Et vous avez également, pour des questions un peu plus cliniques, on va dire, les coordonnées des gériatres de Nouvelle-Aquitaine, donc qui font partie du groupe de travail de la Société française de gérontologie et de gériatrie, et qui sont engagés sur ce projet à nos côtés. Et donc voilà, pour les demandes, donc là comme je le disais, les demandes, n'hésitez pas à nous contacter directement. Vous avez également sur cette diapo le lien de la page actualité de notre site internet qui est dédiée à la campagne. Donc elle est régulièrement mise à jour. Vous y trouverez des liens utiles, l'affiche, les courriers, les contacts, les questionnaires avec le guide. Voilà, tous les documents que vous pouvez télécharger sont mis en ligne sur cette page. Vous avez également accès au replay du webinaire du 11 octobre. Celui-ci sera également mis en ligne avec le support. Voilà. En tout cas, oui, les deux personnes qui ont posé la question, vous étiez inscrites, mais je ne suis pas persuadée que nous ayons l'information pour votre établissement pour cette recommandation-là. Ouais. Je pense pas. Là. Non, effectivement, non plus, je les avais pas. Ouais, Chantal et Claude, là. On vient de regarder. Je ne pense pas pour le moment ils soient inscrits à cette recommandation-là. En tout cas, n'hésitez pas à retourner vers eux. Voilà. C'était notre dernière diapo pour nous. Ah bah voilà. Oui. Ouais. En tout cas, oui, il me semble que oui. Avez-vous d'autres questions à nous poser sur cette campagne? Alors, on commence à avoir des évaluations croisées. On ne s'intéresse plus, pas uniquement au dossier du patient et aux professionnels, mais là c'est notre deuxième campagne. Nous avons fait une campagne sur le regard croisé sur la bientraitance, où on recueillait aussi l'information auprès de la personne prise en charge. Et puis là, sur son traitement, de nouveau, nous allons vers le patient pour recueillir de l'information. Avez-vous d'autres questions? Je ne vois pas. A priori, il n'y en a pas de nouvelles. Ouais, je ne vois pas d'autres questions. Bon, vous avez nos coordonnées, donc on va peut-être vous libérer. Hein. Vous aurez le replay aussi de ce webinaire, les documents sur Internet, sur notre site www.ckccecqa.fr et puis vous avez nos mails. N'hésitez pas à revenir vers nous. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Ah. Est-ce qu'on nous entend encore? Oui. Oui. Alors si on nous entend encore et que vous êtes encore là, il y avait une question sur la certification, un lien avec cette enquête, avec la certification. Comme toute évaluation, cette enquête peut être valorisée dans le cadre de la certification HAS ou de l'évaluation pour médico-social comme étant une évaluation des pratiques professionnelles d'une part, et d'autre part le recueil de l'expérience patient, comme je vous l'ai cité tout à l'heure avec le recueil de PREMS. Voilà pour cette réponse. Dernière réponse. Au revoir, nous nous quittons.